7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Maud Koffler. Dans la nuit de samedi à dimanche, l'Iran a lancé une attaque inédite contre Israël. Plus de 300 drones et missiles ont été lancés après des mois d'implication officieuse puisque l'Iran est très proche du Hezbollah libanais. Cette intervention directe dans le conflit a laissé le monde entier en suspens. 6 mois après la reprise des hostilités entre Israël et la Palestine, l'embrasement à l'échelle déjà régionale avec le Liban voisin prend des tournures d'escalade mondiale. Le Levant n'est-il que le terrain de jeu des éternelles confrontations entre les États-Unis et l'Iran ? Quels enjeux ont l'implication de la puissance chiite? Sortirons-nous du conflit vieux de 75 ans? Ce sont les questions que l'on se pose ce matin avec Régis Le Sommier. Bonjour. Bonjour. Régis Le Sommier, on vous connaît bien. Vous êtes reporter de guerre, directeur de la rédaction Omerta, auteur de plusieurs témoignages, de plusieurs ouvrages, la vérité du terrain aux éditions Bouquin et jusqu'au dernier ukrainien aux éditions Max Milo. Vous êtes bien sûr notre journaliste partenaire du mardi sur Ligne Droite. Alors Régis Le Sommier, pourquoi l'Iran, soutien de toujours de la Palestine, ne se manifeste que maintenant, 6 mois après le début du conflit? Disons que ce qui était, on sait que vous le signalez là à l'instant, soutien de la Palestine, soutien du Hamas, surtout l'Iran est un des principaux sponsors du Hamas, il n'en a jamais fait mystère. Pourquoi la vraie question, c'est que l'Iran, depuis le 7 octobre, est apparu comme, je dirais, à apporter son soutien, mais juste un soutien tacite, on dira. Il n'y a pas eu d'action mise à part, finalement, ce que fait l'Iran habituellement et sur quoi il a toujours basé sa politique internationale, c'est-à-dire d'utiliser des proxys, c'est-à-dire des pions qu'il a à lui. Vous savez, les Iraniens sont des très grands joueurs d'échecs aussi, et ils aiment beaucoup, ils n'aiment pas la confrontation directe, justement. Ce qui est nouveau par rapport aux frappes qui ont eu lieu samedi, c'est que là, ils sont intervenus directement. Jusqu'à présent, ils ont utilisé, avec un certain succès, il faut le reconnaître, leurs alliés Houthis dans le Yémen, dans le détroit de Bab el-Mandab, pour arraisonner, détruire des navires à destination des ports israéliens ou propriété d'Israël. Donc ils ont utilisé, si vous voulez, des pions qu'ils ont à eux pour riposter et indirectement soutenir le Hamas. Mais ils l'ont fait sans s'impliquer eux-mêmes et même avec une certaine retenue, on dira. C'est-à-dire que l'Iran lui-même n'a pas souhaité accélérer la confrontation. On l'a vu, le Hezbollah aussi est intervenu, mais le Hezbollah est intervenu pas au-delà des limites, je dirais, raisonnables, c'est-à-dire simplement en se contentant d'envoyer des missiles sur certaines bases israéliennes, en se contentant de créer un front au nord d'Israël, mais sans invasion terrestre. Ouais. Donc, si vous voulez, il y a eu une sorte de recherche d'équilibre pour ne pas que la confrontation monte d'un cran et que l'Iran et toute la région basculent dans une confrontation bien plus importante. Voilà. Alors je précise que 99% des drones et missiles iraniens ont été interceptés. L'État hébreu est vraiment menacé par l'intervention de l'Iran, Régis Le Sommier? Mais si vous voulez, l'intervention de l'Iran, elle a été calibrée. Quand on regarde un petit peu le dessous des cartes, quand on regarde un peu diplomatiquement comment ça a été orchestré, ça rappelle un petit peu, dans une moindre mesure, vous vous souvenez, en 2020, les Américains avaient décidé de se débarrasser de Hassan Soleimani, qui était le chef des gardiens de la révolution iranienne, et ils l'avaient tué avec Mohamed Moutandis, qui était le chef des Hajj al-Shabi, c'est-à-dire des milices chiites irakiennes, à l'aéroport de Bagdad d'une frappe de drone. Alors, ça avait été un événement considérable à l'époque, et les Américains avait considéré que la communauté internationale, que l'Iran, quelque part, avait un droit à riposter. Et il y avait eu une riposte terrible iranienne contre les bases américaines en Syrie et en Irak, avec des morts américains, mais quelque part, il y avait une sorte de proportion. Et bien là, ça a été un petit peu la même chose, dans le sens où les Irakiens étaient au courant, les Turcs étaient au courant, enfin un certain nombre d'acteurs locaux savaient et avait conscience qu'il y aurait une riposte iranienne. Et d'une certaine façon, les Américains aussi, quand on voit les propos de Joe Biden, pas 24 heures avant les frappes, il est de toute évidence que
ils savent que les Iraniens et les Américains ont averti, les Iraniens, la riposte est imminente, etc. Donc il y a eu une sorte de gradation, même si cette riposte dans son ampleur, au vu du nombre des missiles comme sol-sol, des missiles de croisière et surtout des drones utilisés, on est à peu près à 500 unités en tout. C'était assez considérable, mais ça a été fait aussi, et ça c'est important de le préciser, de façon, l'Iran aurait très bien pu utiliser, pas passer à la vitesse supérieure et utiliser un nombre encore plus important de missiles, surtout de drones, pour saturer le dôme qui protège Israël et envoyer des missiles et causer beaucoup plus de dégâts. Il ne l'a pas fait parce qu'il y a eu une sorte de proportion dans la réponse de l'Iran, je le précise, à la destruction de son consulat à Damas le 1er avril, une destruction d'ailleurs, j'en entends parler dans la presse, etc. On oublie de dire que il y a eu 22 morts dans la destruction de ce consulat par les F-35 israéliens sur le territoire syrien, et que parmi ces 22 morts, il y avait quand même 2 généraux de brigade, dont l'un des plus importants officiels des Quds, c'est-à-dire des gardiens de la révolution iranienne. Donc on est quand même dans une logique où les Iraniens, quelque part, ne pouvaient pas ne pas riposter. Ils l'ont fait de façon forte, musclée. 99% des objets envoyés contre Israël ont été détruits. 2 bases dans le Negev au sud ont été touchées. Il y a eu quelques blessés. Mais si vous voulez, la riposte iranienne est cadrée, calibrée et correspond, si vous voulez, à une réponse à la destruction de ce consulat. Mais alors justement, on va de représailles en représailles parce que cette nuit, une nouvelle information donnait une riposte israélienne contre l'Iran. Concrètement, à quoi peut-on s'attendre ? Qu'est-ce qui peut se passer là, dans l'immédiat ? Si vous voulez, il peut y avoir... les Israéliens ont réuni leur cabinet de guerre en disant qu'ils allaient riposter. Les Américains ont expliqué, c'était une donne assez significative, c'est que les Américains ont expliqué que s'il y avait riposte israélienne, ils n'en feraient pas partie. Donc, s'ils n'en font pas partie, c'est Israël seul contre l'Iran, quelque part. Non pas qu'Israël ait peur de l'Iran, elle a une armée supérieure à celle de l'Iran, elle a des moyens, elle peut se débrouiller quelque part tout seule, mais elle est quand même déjà engagée sur le front de Gaza. Elle est engagée aussi contre le Hezbollah au nord d'Israël, donc ça fait beaucoup d'engagement. Et si Israël a été si efficace pour intercepter les missiles, les drones qui pénétraient sur son territoire, c'est bien grâce à l'aviation américaine, à l'aviation britannique et probablement à la nôtre, puisque ce n'est pas confirmé, mais la France aurait aussi participé officiellement dans la défense de ses intérêts et de ses bases, notamment celles qu'elle possède en Jordanie. Donc la vraie question qui va se produire, quelle nature peut avoir cette riposte, si riposte il y a. Les Américains ne souhaitent pas qu'il y ait de riposte. La communauté internationale essaye justement de faire pression sur Netanyahou en disant « Vous avez, grâce à nous ou avec nous, éliminé 99% des missiles et drones qui pénétraient votre territoire. Considérez ça comme une victoire. Il s'agit d'une victoire. Laissez tomber quelque part. » D'autant que les Iraniens ont annoncé clairement qu'ils ne souhaitaient pas l'escalade et donc qu'il s'agissait d'une riposte et que pour eux, l'histoire de l'affaire de l'ambassade et du consulat était vengée quelque part. La Russie a indiqué elle aussi pouvoir rentrer en guerre aux côtés de l'Iran si les États-Unis menaient des représailles. Pour le moment, il n'est pas question qu'ils en mènent. Est-ce que la Russie pourrait vraiment mener la guerre sur 2 fronts, au Moyen-Orient pour ses alliés et en Ukraine pour ses intérêts ? La Russie, si vous voulez, en termes de son aviation, quand on regarde un peu quelle a été l'usage de cette aviation depuis le début de la guerre en Ukraine, l'usage de cette aviation est totalement minime. L'aviation russe est une des armes qui a le moins perdu de matériel, de pilotes, donc elle est quasiment intacte. Donc quelque part, oui,
la Russie peut entrer en guerre sur un autre front. Elle a les moyens, elle a la capacité aussi de projection. N'oublions pas que la Russie possède la base de Khmeimim en Syrie. Elle a aussi le port de Tartous, dans lequel elle a ses intérêts maritimes en Méditerranée, le seul port en eau chaude que la Russie possède depuis très longtemps. Donc cette présence syrienne d'éléments militaires russes lui permet en effet d'intervenir si elle le désire. Mais je ne crois pas que, tant du point de vue russe, même s'il y a parfois une escalade verbale, mais tant du point de vue russe que du point de vue américain, qu'il y ait une volonté d'aller au-delà. Les Américains ont été très très clairs avec Netanyahou sur le fait qu'ils ne soutiendraient pas la riposte israélienne. Ils considèrent que les Israéliens doivent le faire tout seuls. Les Russes, eux, sont dans une posture où, face au Conseil de sécurité de l'ONU, ils sont obligés d'avoir un langage ferme et de marquer leur soutien, eux, à Téhéran, puisque Téhéran, il ne faut pas l'oublier, depuis le début de la guerre en Ukraine, a été un soutien important de la Russie, notamment en lui fournissant ces fameux drones Shahid qu'on a vus à l'œuvre samedi, des drones à faible coût, mais qui ont posé de réels problèmes au système de défense antiaérien ukrainien. Et donc les Russes ont profité justement de la technologie iranienne. C'est une bonne technologie. C'est là aussi où l'ampleur de cette riposte fait froid dans le dos, parce que on se dit tiens, les Iraniens ont quand même des moyens assez considérables. Ils ont des capacités d'attaque qui sont incroyables, et on sent vraiment qu'ils peuvent aller au-delà. On a souvent tendance, malheureusement, dans certains débats et auprès de certains commentateurs, à considérer que les Iraniens, c'est un pays du tiers-monde, etc. Alors, pas du tout. C'est un pays d'ingénieurs, et c'est un pays qui a développé des technologies militaires, des technologies de pointe, et donc qui est vraiment aujourd'hui qui est doté d'une armée relativement sophistiquée et qui est pour moi une des plus importantes de la région. Régis Le Sommier, quel est le rôle des puissances arabes dans ce conflit israélo-palestinien ? La Jordanie semble se mettre du côté états-unis-israélien. Est-ce que les puissances sunnites face à l'Iran et l'axe chiite préféreront se ranger du côté des États-Unis et d'Israël ? Disons que dans la mesure où les États-Unis ne souhaitent pas qu'il y ait d'escalade, je ne pense pas qu'il y aura ce scénario. Les frappes israéliennes, maintenant, c'est ça aussi le problème, c'est que de nouvelles frappes israéliennes, une riposte israélienne contre l'Iran aujourd'hui n'aura pas la caution des États-Unis, et si une partie alors la Jordanie a été, on va dire, la puissance sunnite la plus en pointe pour aider Israël, mais c'est toujours le vrai problème, c'est qu'il y a un impératif géostratégique à agir de la sorte, mais il y a les opinions publiques derrière. Et les opinions publiques, elles ne sont pas du tout du côté d'Israël, surtout depuis l'intervention de Gaza. Donc là, on est dans une situation où les puissances sunnites de la région hésitent, même si, pendant cette première série de frappes, elles ont de façon elles se sont rangées du côté de l'Occident, on dira, bien elles n'ont pas sans doute vocation à aller au-delà si Israël décidait de s'engager dans un cavalier seul, à cause justement de cette fragilité des autorités de ces pays par rapport à leur opinion publique. Oui. Alors toujours sur l'arc chiite, on parle de l'Iran, mais le Yémen aussi a pris part au conflit ce week-end. Sont-ils vraiment puissants face aux puissances sunnites et occidentales ? Le Yémen, c'est une particularité. Les Houthis ont surpris tout le monde avec cette puissance, cette capacité justement de frapper de façon asymétrique, on va dire, en utilisant les voies maritimes, en utilisant l'approvisionnement, le fret. Et on s'est rendu compte que dans cette zone, les navires étaient relativement vulnérables. Donc les Houthis ont vraiment une capacité de nuisance assez considérable, mais c'est de la guerre asymétrique. C'est ce qu'adore l'Iran d'habitude. L'Iran n'aime pas intervenir directement parce que l'Iran est un régime relativement fragile aujourd'hui. Le régime d'Ebola est contesté, et donc l'Iran n'intervient pas de façon... parce que s'engager dans une guerre aussi, et là c'est un vrai problème aussi pour l'Iran, une guerre totale, ça marquerait aussi une certaine fragilité. L'opinion publique iranienne n'est pas forcément nécessairement
même si agression israélienne il y a, du coup, le régime en profiterait pour avoir plus de partisans et pour ressouder la société autour d'une attaque. Mais ce n'est pas dans son intérêt. L'intérêt du gouvernement, du régime des Mollahs, c'est de se maintenir au pouvoir et d'obtenir, pour sanctuariser son pays, l'arme atomique. Ils n'ont pas encore une grosse différence dans cette confrontation entre Israël et l'Iran, c'est que Israël a l'arme atomique et que l'Iran ne l'a pas. Oui, ça fait une grosse différence quand même. Vous parliez tout à l'heure du rôle de la France dans ce conflit. Globalement, quel a été le rôle de la France en fait, depuis le début de ce conflit, enfin, en tout cas de la reprise, il y a 6 mois? Écoutez, la France a participé, sans le dire, à plusieurs initiatives. Vous vous souvenez qu'on a envoyé le bâtiment, le Dixmude, qui officiellement devait servir de navire humanitaire, sur lequel d'ailleurs ont été soignés un certain nombre d'enfants, issus dont blessés pendant les bombardements de Gaza. Donc on a eu cet aspect et en même temps, faut pas se voiler la face. On a eu aussi, on n'a pas envoyé un navire comme ça simplement pour faire de l'humanitaire. On a participé aussi à la surveillance. On a participé aussi en mer Rouge à l'éradication, en tout cas la tentative d'éradication de la menace des Houthis. Un certain nombre de nos navires ont détruit d'ailleurs des drones provenant des mêmes Houthis et des missiles. Donc voilà, on se tient dans une position où on joue notre rôle dans une forme de coalition sans officiellement y appartenir, mais la France est bien présente. Elle n'est pas du tout, et dans le cadre des frappes, l'armée française n'a pas souhaité communiquer sur l'effectivité de ces frappes, sa participation à ces frappes. Les Anglais l'ont signalé, nous ne l'avons pas souhaité le signaler, comme les Jordaniens d'ailleurs. Donc voilà, on joue un rôle dans la région, mais un rôle sur lequel on reste discret. Voilà. Ouais. Merci beaucoup Régis Le Sommier. Je rappelle que vous êtes reporter de guerre et directeur de la rédaction Omerta. On vous retrouve demain pour une vidéo avec Liselotte Dutreuil. Merci d'être intervenu ce matin. Merci beaucoup.